Le président Mitterrand prend fait et cause pour le projet de loi Joxe sur l'immigration. Le débat à l'Assemblée se poursuit. Les journalistes étrangers rappelés à l'ordre en Chine, plus question en principe d'interroger les Chinois sur la situation toujours confuse. Le premier reportage hors de Pékin à Tianjin. Sida, les séronégatifs peuvent abriter le virus à l'état dormant. Une étude américaine ouvre un nouveau champ à la recherche. Roland Garros, Jérôme Potier crée la surprise. Il bat Matar, le vainqueur de Noah. Madame, Monsieur, bonsoir. Tentative d'assassinat avec responsabilité pleine et entière. Tel est le chef d'inculpation que le juge d'instruction a signifié ce soir à Jocelyne Ceccarelli. La mère du petit Raphaël, retrouvé hier, aurait tenté de faire disparaître l'enfant tout en prétendant qu'il avait été enlevé. Dominique Thiers. Sûrement quelqu'un qui l'a pris, mais qui, je sais pas. Est-ce que quelqu'un aurait intérêt? Ainsi donc, cette déclaration cacherait selon les enquêteurs une incroyable mise en scène, celle d'une femme qui semble-t-il n'a pas convaincu les experts en psychiatrie. Jocelyne Ceccarelli a été inculpée cet après-midi de tentative d'assassinat. Le juge d'instruction l'a déclarée entièrement responsable de ses actes. Pour les policiers, Jocelyne Ceccarelli a précipité son enfant du haut d'une falaise, juste en contrebas de ce virage. Raphaël, qui a 2 ans, a été sauvé par miracle. Sa chute a été stoppée par un palier dans la montagne. Ce soir, le père de Raphaël doit être consterné. Lui-même a été entièrement abusé par les premières déclarations de sa femme. Jocelyne Ceccarelli a été écrouée à la prison de Nice. Les chercheurs qui se battent contre le sida doivent désormais compter avec une étude américaine qui met à mal un certain nombre de conclusions que l'on croyait acquises. Étudiant un groupe d'homosexuels à haut risque, des chercheurs de l'Université de Californie ont découvert que près d'un quart d'entre eux sont infectés par le virus, bien que les tests de dépistage du sida restent négatifs. Un constat qui prouve les limites de ces tests, mais qui révèle aussi un autre comportement du virus. Daniel Duigou. La découverte américaine repose sur l'observation depuis 10 ans d'un groupe de 133 homosexuels californiens. Des prélèvements sanguins réguliers ont été effectués. Grâce à ces prélèvements, des médecins ont réussi à identifier chez 31 d'entre eux le virus du sida, alors qu'ils sont restés séronégatifs. Séronégatifs, c'est-à-dire que leur organisme n'a pas fabriqué d'anticorps, qui sont les seuls éléments repérables par le test de dépistage. Autrement dit, pendant 3 ans, pour 27 d'entre eux notamment, ils étaient porteurs du virus sans que les tests en puissent identifier la présence. La méthode expérimentale semble sûre, car les chercheurs américains ont identifié les caractéristiques du virus. Les conséquences surtout sont importantes. D'abord en ce qui concerne le risque de contagion chez des gens qui peuvent donc ignorer pendant plusieurs années qu'ils sont porteurs du virus, pendant ce qu'on appelle déjà l'infection silencieuse. On insistera encore plus sur le fait que la prévention doit être faite non seulement chez les séropositifs, mais évidemment chez les séronégatifs, et que la prévention doit être prise en charge encore une fois par la population générale. Deuxième conséquence importante, c'est un nouvel espoir dans la découverte d'un traitement. Si les données de l'étude sont confirmées notamment par d'autres équipes médicales, cela veut dire que l'organisme d'un quart des personnes infectées par le virus arrive à bloquer la multiplication du virus. C'est là un axe de recherche essentiel dans la fabrication d'un nouveau médicament qui stopperait l'action du virus chez ceux dont l'organisme est défaillant. Mais comme toujours en recherche, il faut rester prudent et attendre la confirmation scientifique la semaine prochaine à Montréal, où plus de 10 000 spécialistes seront réunis. Tandis qu'à l'Assemblée nationale, le débat sur le projet de loi Joxe sur l'immigration s'enlise et s'envenime, le président Mitterrand a apporté aujourd'hui son soutien au texte mis au point par le ministre de l'Intérieur. Il a soulevé la question dans un discours à Chambéry, première étape d'une visite sur les sites olympiques des Jeux de 92. Bernard Pradino. Nous devons comprendre la présence des étrangers chez nous, dit M. Mitterrand, et leur appliquer notre loi. Pour le chef de l'État, la proportion des immigrés en France ne s'est pas accrue. Le pays a besoin d'eux, on oublie qu'ils sont souvent chargés des tâches pénibles. Il faut donc respecter, appliquer la loi et pas davantage. Toute fraude à l'immigration sera sanctionnée, mais tout étranger ayant obtenu le droit de vivre ici sera protégé. Dès lors que nous acceptons, pour des raisons d'équilibre du travail,
la présence chez nous d'un certain nombre de ces personnes, nous devons les traiter comme on le doit quand on est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Et s'il faut sévir, et il faut sévir de temps à autre, sans tomber dans cet incroyable vice qui consiste à prétendre qu'il suffit d'être étranger pour être délinquant, quand il faut sévir, alors respectons les formes de nos lois. Et puis c'est tout ce que je demande. Pour M. Mitterrand, ce coup de pouce au gouvernement, au moment de la discussion de la loi Joxe à l'Assemblée, n'est pas le fait du prince, allusion à une critique de M. Chirac. Et le chef de l'État rappelle qu'il avait annoncé la couleur pendant la campagne présidentielle de 88. Le président du CDS, Pierre Méhaignerie, a lui critiqué aujourd'hui la tactique du gouvernement à propos du texte Joxe. Une opération cynique et politicienne, a-t-il dit, qui consiste d'abord à gauchir le texte, ensuite à provoquer le débat avant les européennes. Un mauvais procédé, a-t-il ajouté, pour renforcer le Front National et affaiblir l'opposition. Retournons en Savoie, ou restons-y. Le président a donc inauguré le siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques à Albertville, en compagnie de Jean-Claude Killy, de Michel Barnier, et à Val d'Isère, il a décoré Franck Picard, champion olympique à Calgary. Une manière de... Voici donc Franck Picard décoré de la Légion d'honneur. Une manière pour le président de la République de saluer l'effort de toute une région qui se prépare aux Jeux de 92, parfois avec difficulté dans le cas des petites stations, mais souvent avec entrain, comme Alain Doubeski l'a vérifié à Méribel. Partout, des travaux. La municipalité a décidé de jouer à fond la carte des Jeux Olympiques. Ici, à Méribel, se dérouleront les épreuves de ski alpin féminin et de hockey sur glace. Il faudra que la station soit digne de l'événement, affirment les responsables. Ici, c'est une partie des travaux d'embellissement de la station, du centre de Méribel, qui étaient prévus même sans les Jeux Olympiques, bien sûr, et qui feront qu'à partir de juillet, ce sera une zone presque entièrement piétonnière. Avec ou sans les Jeux Olympiques, donc, ces travaux ont été effectués. On accélère un peu, c'est tout. Même les anciens approuvent. Regretter le passé, il n'en est pas question. Bien sûr, c'est le jour et la nuit. Travaux d'embellissement, coût 25 millions de francs financés par la commune. En plus, les futures installations, 100 millions de francs à partager avec le COJO, le comité olympique. Derrière, vous avez un parking actuellement qui deviendra la base de l'emprise de la future patinoire olympique dont les travaux vont commencer sous quinzaine. À cela s'ajouteront un bâtiment pour les sponsors et la presse, plus un stade de slalom. Méribel, 1300 habitants, un budget digne d'une ville de 18 000 habitants, grâce au tourisme. Pour le maire, les comptes sont bons, il n'y a pas fuite en avant. La participation du COJO de 70 millions et 30 millions de la commune, je crois que c'est tout à fait raisonnable pour la commune de Méribel. Donc il n'y aura pas d'augmentation des impôts locaux? Pas du tout. Mais attention, les calculs ont été effectués en fonction d'une progression légère, au pire d'une stabilisation du marché du ski. En 1992, à Albertville, y aura-t-il encore un Jean-Claude Killy pour redynamiser la pratique du ski? Les médecins scolaires étaient en grève aujourd'hui à l'appel du syndicat national autonome des médecins de santé publique. Vous ne vous en êtes probablement pas aperçu, tant la médecine scolaire est clairsemée en France. Un médecin pour 10 000 enfants. Les explications de Marie-Françoise Grillo. Plus d'effectifs, un vrai statut. Voilà les deux principales revendications des médecins scolaires. Un vrai statut, car ils sont ballottés entre le ministère de la Santé et celui de l'Éducation nationale. Plus d'effectifs, car un médecin pour 10 000 enfants, ce n'est pas assez. On a dit que l'état de santé des jeunes s'était amélioré, que la situation n'était plus aussi dramatique après la guerre. Il n'empêche que cela n'est plus du tout reconnu actuellement. Les indicateurs sanitaires montrent que les enfants sont toujours en mauvaise santé, même si les problèmes de santé se sont déplacés. Beaucoup d'enfants et d'adolescents ne sont pas suivis par un pédiatre ou un médecin de famille. Pour eux aussi, il est important de contrôler régulièrement, entre autres les dents, l'audition et la croissance. Les textes prévoient 3 visites au cours de la scolarité, mais en réalité, faute de médecins, seule la première visite avant l'entrée en primaire est assurée à 100%. Je suis médecin moi-même, je suis pédiatre.
Bon, il devrait avoir droit à un audiogramme, déjà. Au CP, ça devrait être obligatoire. Un dépistage oculaire tous les ans, au moins, et vu par un médecin scolaire au moins 2 fois dans leur scolarité. C'est surtout en primaire qu'on nous reçoit, mais sinon... Au collège, quand on rentre en 6e, moi j'ai pas eu de visite, c'est à la fin de la 3e. Aujourd'hui, certains affirment qu'il y a trop de médecins généralistes. La médecine scolaire pourrait constituer une excellente reconversion. Pour remplir pleinement son rôle, il lui faudrait au moins doubler ses effectifs. Ouverture aujourd'hui à Paris du 50e congrès de l'Union des HLM. Michel Delbar, le ministre de l'Équipement et du Logement, a annoncé plusieurs mesures du gouvernement pour faciliter l'accession sociale à la propriété. L'occasion pour Jean Pézieux de nous montrer comment fonctionne à Meaux, notamment, une régie de quartier, ou comment les habitants de HLM prennent eux-mêmes en main la revalorisation de leur cadre de vie. Ces jeunes de la cité réparent des stores. Ils sont 13 en stage dans la régie de quartier, association d'habitants créée il y a 4 ans. Abderrahman et son moniteur vont changer des siphons. Coût 300 francs, un plombier prendrait 1000 francs. Pour les jeunes, il y a un autre intérêt, c'est l'apprentissage d'un métier. Il faut tout le temps commencer par un stage. Ça, on va pas avoir une entreprise, on vous prend tout de suite comme ça. Âgée d'une trentaine d'années, la cité HLM souffre des maux habituels des grands ensembles. Logement vide et graffiti. Plus de la moitié d'immigrés, africains surtout, et de nombreux chômeurs. L'office HLM s'efforce de revaloriser les immeubles. Transformation de logements en bureaux, comme ici, travaux d'isolation, etc. Il assure les grosses réparations, les locataires, l'entretien courant. Elles sont 55 locataires comme Justine à nettoyer chaque jour les couloirs, à faire des remarques aussi aux autres habitants. 700 francs par mois pour un travail à quart temps, un salaire d'appoint pour Justine, mais surtout un engagement. Plus c'est propre, plus plus les gens sont heureux. Donc ils font déjà beaucoup plus attention à ce qu'ils font, ils ne mettent plus de papier par terre dans les coursives, ils évitent que les enfants jouent dans les coursives et qu'ils mettent du sable. Il faut déjà leur faire comprendre certaines choses aux locataires, parce qu'ils sont tellement habitués à vivre là où c'était sale avant, maintenant que c'est propre, ils ont du mal à le comprendre. Et vous avez envie de rester ou de partir? Oh non, moi je me trouve très bien ici. Je sais qu'il faut falloir que je déménage parce que j'ai mon appartement plus petit, mais je voudrais bien trouver un autre ici. Si c'est possible, je reste ici. Une centaine de locataires assurent ainsi entretien et dépannage pour le compte des habitants et de l'office. L'office dont le personnel s'arrête de travailler le vendredi soir. Le fait que des habitants qui habitent sur ces mêmes immeubles puissent intervenir et interviennent à des heures type le samedi, le dimanche, en soirée, etc., présente un avantage au niveau du service très important. L'amélioration du cadre de vie, c'est l'effet évident de la régie. Le nombre d'impayés a été divisé par 3. Des gens reviennent habiter ici. Une reconquête certes fragile, mais qui montre peut-être que rien n'est tout à fait perdu quand les locataires se prennent en main. La société Dassault va-t-elle braver le ministère des Finances et conclure avec l'Irak un nouveau contrat d'armement? Le problème se pose parce que l'Irak, mauvais payeur, doit déjà quelques 25 milliards à la France et que ce nouveau contrat de 22 milliards, qui bien sûr renflouerait la société d'armement, eh bien, pèserait encore sur le contentieux financier. Gérard Leclerc. C'est l'une des vedettes des salons aéronautiques de Farnborough comme du Bourget. Le Mirage 2000, Dassault en a déjà vendu 169 exemplaires à 6 pays, dont l'Égypte et la Jordanie, alors que l'armée française en a commandé plus de 500. Mais volera-t-il demain dans le ciel irakien? Malgré le démenti de circonstances du constructeur, des négociations ont bien été engagées avec le gouvernement du président Saddam Hussein pour la livraison d'une 50aine d'appareils, soit 22 milliards de francs. Malheureusement, l'Irak, exsangue après sa guerre avec l'Iran, doit déjà une 40aine de milliards à la France et ne propose de rembourser pour l'année en cours que le 8e de ses arriérés. D'où la méfiance du ministère français des Finances qui n'accordera les prêts nécessaires que si l'Irak fournit des garanties. Une sorte de bras de fer est ainsi engagé entre Dassault, qui met en avant l'emploi de ses 15 000 salariés et une commande qui irait sinon aux soviétiques, et le ministère qui dit refuser que les contribuables ne payent l'armement d'un pays étranger. Attention à l'inflation, Pierre Bérégovoy demande aux constructeurs automobiles de montrer l'exemple en matière de prix. Journée d'action CGT aujourd'hui dans la construction navale. Demain doit se réunir à Paris une table ronde sur l'avenir industriel du site de la Normède à La Ciotat. La reconversion s'avère difficile pour ces ouvriers, même si l'expérience est plus positive à Aubagne. François Joly. Louis Jacquet a derrière lui 20 ans de chantier naval. Depuis plus d'un mois, il travaille dans cette entreprise de poterie.
Son nouveau patron, Guy Ravel, a ouvert cet atelier dans la zone d'entreprise d'Aubagne. Une très bonne affaire. Pas d'impôt sur les bénéfices pendant 10 ans. Seule contrainte, créer 10 emplois en 3 ans. Lorsque j'ai pris la décision, nous avons pris la décision de nous implanter en zone d'entreprise, cette zone d'entreprise était faite pour justement remplacer le personnel de la Normed. Nous avons joué le jeu et nous avons demandé tout de suite d'avoir le responsable, un élément, quelqu'un de la Normed. Avant de rentrer au chantier, j'étais dans l'artisanat, j'ai travaillé pendant 13 ans dans le bâtiment. Donc en revenant dans ce milieu, j'ai pas été surpris si vous voulez. À Aubagne, depuis 1987, avec la création de la zone d'entreprise, ce sont plus de 300 emplois nouveaux. Une réussite, mais qui ne concerne pas les anciens de la Normed. Seuls 14 d'entre eux travaillent sur ce site. Dans cette entreprise, 4 ont été embauchés. Ils y sont restés entre 3 et 6 mois, et puis ils sont partis. Les ouvriers de la Ciotat ont vécu pendant un grand nombre d'années dans un univers un peu fermé, sans tellement communiquer avec le monde extérieur. Et ils se sont retrouvés 15 ans après, pour certains d'entre eux, ou 10 ans après, à devoir aller ailleurs. Et j'ai l'impression que c'était pour eux une transplantation. Et les transplantations, ça ne réussit pas toujours. Question d'adaptation pour les anciens de la navale, mais aussi problème de salaire. Dans leurs nouveaux emplois, ils gagnent entre 40 à 50% de moins qu'au chantier. Enfin, à Aubagne, si les Normed n'ont toujours pas trouvé leur place, c'est que le chômage frappe au-delà des chantiers. Vous avez la vallée de l'Yvonne, vers Marseille, là, à l'est, à l'ouest, juste derrière moi, qui a, année après année, perdu des centaines et des centaines et des centaines d'emplois, avec des familles de la commune qui habitent sur la commune d'Aubagne. La Ciotat vient se surajouter à ce phénomène. Et les zones d'entreprise, soi-disant destinées à recevoir les licenciés de la Normed, ne faisaient que recevoir les demandeurs d'emploi de l'ensemble de la région. Alors peut-être la solution pour les Normed, cette zone d'entreprise, à la Ciotat même. Un site encore en gestation. Car ici, il faut tout reconstruire. Une image de marque ternie par des années de conflits, un tissu industriel qu'il faut diversifier après un siècle d'activité uniquement tournée vers la mer. L'instruction du procès de Paul Touvier retardée, l'ancien chef de la milice arrêté le 24 mai dernier, sera bientôt opéré de la prostate dans un hôpital civil. Il est toujours à l'hôpital de la prison de Fresnes. En Chine, ou plutôt à Pékin, la situation reste confuse. Les 3 ouvriers interpellés avant-hier ont été relâchés aujourd'hui après une nouvelle manifestation en leur faveur. Et la municipalité de Pékin a signifié aux journalistes étrangers de nouvelles mesures pour les empêcher de travailler. Pas question notamment d'interroger un Chinois sur la situation actuelle. Alors qu'en est-il en réalité, Bruno Ledreff ? C'est une mesure qui, pour l'instant, n'est pas mise en application. Aujourd'hui encore, avec l'équipe d'Antenne 2, comme d'ailleurs la plupart des journalistes qui se trouvent à Pékin, nous avons pu faire notre travail, filmer, prendre des photos, interviewer, même dans un lieu aussi public que la place Tiananmen. Il est clair que le gouvernement chinois possède les moyens policiers ou même militaires de faire appliquer la loi qui interdit également l'occupation de Tiananmen par les étudiants. Mais il est également clair qu'il y répugne, peut-être, par crainte d'envenimer la situation. Il faut cependant noter qu'au fur et à mesure qu'il consolide son pouvoir, le Premier ministre Li Peng hausse le ton. Il pourrait bien finir par passer à l'action. Pour la première fois depuis le début des troubles, Bruno Carrette, l'un des journalistes d'Antenne 2, a réussi à quitter Pékin. Il a accompagné un étudiant qui était venu manifester dans la capitale et qui rentrait chez lui à Tianjin. Son reportage. Il a retardé cet instant aussi longtemps que possible, mais il faut s'y résoudre, c'est l'heure de partir. Sur le parvis de la gare de Pékin, il cherche d'autres étudiants, des compagnons de voyage. Recherche vaine. Il craignait un train bondé, des difficultés pour acheter son billet. Tout se passe bien. Les journaux chinois expliquent pourtant à longueur de page que les étudiants de province rentrent chez eux par dizaines de milliers. Chang a 23 ans, élève de l'Institut de technologie de Tianjin, à 150 km au nord de Pékin,
Il vient de passer 11 jours sur la place Tiananmen. Mon plus grand souvenir restera la nuit où Li Peng a décrété la loi martiale. Sur la place, tous les camarades ont crié « Li Peng, démission !» On a chanté toute la nuit, tout le monde était très ému. On a pensé qu'on allait se retrouver en prison, mais il nous fallait continuer, il fallait faire trembler ce gouvernement. Finalement, Li Peng a choisi une bonne tactique. Il a joué sur la fatigue et sur l'usure des étudiants. Vous savez, nous n'avons que 4 années d'études supérieures. Alors, s'arrêter 2 mois, c'est énorme. Sur le campus de son université, l'atmosphère est plus tendue que dans la capitale. Les étudiants nous conseillent de ne pas rester dehors et de les accompagner dans leur dortoir. Là, Chang doit raconter Pékin, tout dire. Les manifestations gigantesques, les nuits trop froides de Tiananmen, l'enthousiasme et le soutien de la population. Puis on lui fait visiter la nouvelle fabrique de tracts. Même si leurs moyens sont plus rudimentaires, les étudiants de Chengxin sont tout aussi mobilisés que ceux des prestigieuses universités pékinoises. Il ne faut pas juger notre mouvement à court terme. Nous avons semé les graines, désormais le peuple sait ce qu'est la démocratie. Il faut préserver la mobilisation du peuple. Avec lui, nous pourrons défier le pouvoir. 15 jours durant, Chang va devoir reprendre ses livres. Il doit obtenir son diplôme, mais il reste toujours mobilisé, même s'il espérait que tout serait plus simple, plus rapide. Énorme manifestation la nuit dernière en Arménie soviétique à Erevan pour fêter la libération de 9 militants nationalistes qui avaient été emprisonnés à Moscou après le tremblement de terre de décembre. À Moscou, le congrès des députés du peuple continue de faire sensation. Après une diatribe féroce contre le KGB, les soviétiques ont pu entendre en direct à la radio un plaidoyer pour la souveraineté des républiques baltes. Aux États-Unis, le président de la Chambre des représentants, qui est le 3e personnage de la République, il a dû démissionner. Motif des accusations de magouille financière. Michel Monpontet. Quel député américain aurait imaginé il y a 1 an seulement cette scène à la tribune du Congrès? Jim Wright, le 3e personnage de l'État, main tremblante, suant, est réduit à la plus humiliante des décisions. I resign, je démissionne. Les premières accusations dirigées contre lui l'avaient pourtant fait sourire. Mais aujourd'hui, il jette l'éponge. Le comité d'éthique du Congrès l'accuse en effet de 69 violations des règlements parlementaires, l'accuse de pots de vin et d'achat d'influence. Lui et sa femme se seraient frauduleusement enrichis. La politique américaine serait-elle en train de dévorer ses propres enfants au nom d'une morale inflexible? Les victimes tombent des 2 côtés. John Tower boit, dit-on. Il ne sera pas le ministre des Affaires étrangères de George Bush. Gary Hart, lui, est infidèle. Il ne sera donc pas candidat aux élections présidentielles. Si ça continue, a lâché ce matin un député inquiet, seuls les séminaristes et les fils de familles imbéciles pourront siéger dans ce congrès de toutes les vertus. Le président Bush en visite officielle à Londres aujourd'hui. Il dîne en ce moment avec Mme Thatcher, Éric Perrin. Première journée du président américain à Londres, au cours de laquelle Mme Bush a créé la surprise en baisant la main de Donny Thatcher, l'époux du Premier ministre britannique. Plus sérieusement, les entretiens entre George Bush et Margaret Thatcher ont permis aux 2 pays de réaffirmer leurs relations privilégiées. Le couple présidentiel s'est ensuite rendu à Buckingham Palace pour déjeuner avec la reine Elisabeth. Une pétition universelle pour le droit d'assistance humanitaire, lancée aujourd'hui par le secrétaire d'État, l'Action humanitaire, Bernard Kouchner. Cette opération vise à rassembler sur des cahiers géants un maximum de signatures afin de demander aux États de ne pas s'opposer à cette aide en cas de catastrophe. Ces cahiers seront exposés le 26 août prochain à l'Arche de la Défense. Premier voyage de Jean-Paul II en Scandinavie. Le pape a commencé sa visite de 10 jours par la Norvège, dont il a salué l'esprit de solidarité et d'hospitalité. Devant plus de 18 000 personnes, le souverain pontife a célébré une messe en plein air, au cours de laquelle il a souhaité le rapprochement des protestants et des catholiques.
Collision en plein ciel entre deux hélicoptères militaires au-dessus des jardins de la Villa Borghese et à Rome. Les deux pilotes ont trouvé la mort, les deux copilotes sont sérieusement blessés, mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd, ce parc étant généralement très fréquenté. Les raisons de l'accident sont toujours inconnues. Plus besoin de visa pour les États-Unis. Paris et Washington ont conclu un accord pour lever de part et d'autre les visas qui étaient jusqu'ici indispensables. Mais attention, la mesure ne prendra effet qu'en juillet. Renseignez-vous donc si vous devez partir. À Roland-Garros, aujourd'hui, Jérôme Potier a fait mieux que Yannick Noah. Il a, lui, battu le Brésilien Matar, Jean Mamère. Et oui, Christine, et c'est la grande satisfaction pour la France aujourd'hui. Une satisfaction à laquelle il faut ajouter également, chez les féminines, la victoire de Karine Kantrek qui a éliminé la Britannique Sarah Gomer. Alors je dirais qu'aujourd'hui, il y avait plusieurs rencontres. Il y avait deux groupes, le groupe des Français, le groupe des grands. Alors parmi les grands, Chang Agassi, Lendl, Wilander et Chesnokov se sont qualifiés. En revanche, chez les Français, j'en ai plus difficile, et chez les Françaises aussi. Élimination d'Arnaud Butch chez les hommes, et élimination de Demongeau, de Nathalie Guéret et de Pascal Etchemendi chez les féminines. Mais il y a tout de même maintenant 3 Français dans le tour suivant, avec notamment Jérôme Potier que nous retrouvons sur le cours. Jérôme Potier submergé de bonheur et submergé par les télévisions après sa victoire en 5-7 sur le Brésilien Matar. Jérôme Potier, numéro 131 mondial, non seulement a fait une performance, mais en plus il a vengé Yannick Noah, tombé au premier tour face à ce fameux Matar. Matar, un bon serveur, a rencontré un Potier bon retourneur et surtout très accrocheur. Un Jérôme Potier très offensif, même après avoir mené 2-7-0 et obligé de disputer un 5e set, Potier n'a jamais cédé. Cela a eu pour effet d'écœurer Matar, et pour la première fois de sa vie donc, Jérôme Potier jouera les 16e de finale à Roland-Garros. Un moment important dans la carrière de ce joueur, et aussi un moment important dans sa vie. C'est un joueur talentueux, mais c'est surtout un joueur qui a beaucoup d'humour. Pour n'importe quel Français, jouer bien ici, c'est fabuleux parce que c'est le plus grand tournoi du monde ici. Et actuellement, sur le plan matériel, comment vous vivez? Oh ben avec ce que je vais gagner ici, je vais pouvoir bouffer pendant au moins 2 ans. Karine Kantrek aussi n'a pas caché son plaisir financier de se qualifier pour les 16e de finale. Mais Karine Kantrek n'en a pas moins réalisé une très belle performance sportive en éliminant en 3-7 la Britannique Gomer. Après l'exploit d'éliminer Claudia Kodekilch au tour précédent, Karine Kantrek a pris confiance en elle. Elle peut désormais aller très loin. Elle peut aller loin puisqu'au tour suivant, elle rencontrera Kotzer, une Africaine du Sud qui a à peu près le même classement qu'elle dans la 80e place mondiale. Quant à Jérôme Potier, il rencontrera au tour suivant l'Américain Duncan. Et là, Jean, qui joue derrière vous en ce moment? Derrière nous, il y a un match entre hommes forts, je dirais, puisque Ronald Agénor, l'haïtien de Bordeaux, comme on l'appelle, est opposé à l'Américain Tim Mayotte. Pour l'instant, les deux hommes en sont à 1-7 partout, et chaque joueur a pris son service. Pour l'instant, égalité 3 partout dans ce 3e set. Une rencontre qui, sans doute, ne se terminera pas ce soir. Nous aurons l'occasion de les retrouver demain sur le court. Alors, sur le court, Jean, il y a aussi d'autres personnages que les joueurs. Et oui, il y a les arbitres, il y a les spectateurs, et puis il y a aussi ceux que l'on voit moins, ce sont les petits ramasseurs de balles. Il y en a en tout 150 autour de Roland-Garros, 120 garçons et à peu près 30 filles. Alors avec Jean-Claude Lagarde et Philippe Péter, nous sommes allés vivre un petit peu avec les ramasseurs de balles de Roland-Garros. Rida, le responsable du ramasseur, est déjà là. La journée d'un ramasseur commence tôt, 10h, réunion, où chacun reçoit les dernières consignes et le cours où il officiera. Ensuite, remise des serviettes, des balles et aussi de la petite glacière contenant les boissons rafraîchissantes pour la journée. Puis c'est le départ pour le travail. Un travail de privilégié, obtenu après une sévère sélection et un certain entraînement. 15 jours d'un travail qui vaut bien de toute façon l'école. Ils pénètrent sur le cours avant tout le monde, préparent tout, installent tout, peuvent même s'approcher des grands comme Gabriela Sabatini, ils emmagasinent des souvenirs. C'était Becker qui jouait, j'ai reçu une balle et Becker est venu me voir et il m'a dit ça va, il t'a pas fait trop mal, enfin, il a été très gentil. Parfois, les joueurs se livrent à quelques pitreries. Agassi veut faire sans doute oublier les colères de McEnroe. Quand il s'énerve, il fout tout le bordel, il est obligé de tout nettoyer à chaque fois. Il remercie jamais rien à personne. Et oui, comme vous pouvez le constater, ramasseur de balles n'est pas toujours facile. Voilà Christine, on se retrouve demain avec un match fort important puisque Tulane sera opposé à Florian, un match entre Français, mais un beau match de 16e de finale. À demain, Jean. Atmosphère, quai de Gemap à Paris ce matin, une manifestation réunissait les amoureux du quartier et du cinéma.
qui veulent empêcher un projet immobilier de prendre la place de l'Hôtel du Nord. Dominique Verdeillan. Avant de passer le micro... Drôle de drame pour un hôtel du Nord, un hôtel menacé de disparition aux grandes dames des nostalgiques d'un cinéma populaire de 1938, un hôtel aujourd'hui délabré, objet de bien de convoitise. On a l'impression qu'un certain nombre de décisions ont été prises à la ville de Paris, au ministère de la Culture, pour l'abandonner aux spéculateurs, et nous voulons sauver ce lieu. Parce que même les Américains, quand j'étais en Amérique, ils parlent de l'Hôtel du Nord. Ils viennent ici, je dis que c'est un endroit de visite et un endroit de tourisme. En fait, l'Hôtel du Nord, mais aussi le canal Saint-Martin et sa passerelle, filmée par Marcel Carnet, ont été reconstruits en studio par le décorateur Alexandre Troner. C'est pourquoi l'immeuble du 102 quai de Jemmapes ne peut être classé monument historique. Mais le film restait tellement dans la mémoire des gens que ça les gêne si ça disparaît. Et ça vous gênerait aussi, vous? Oui. Vous auriez l'impression qu'on touche un peu à votre œuvre, car c'est un peu votre œuvre? C'est devenu le synonyme de mon œuvre. Garder la façade de l'Hôtel du Nord, c'est ce en quoi s'engage l'architecte. Un immeuble d'habitation s'appuiera alors sur la célèbre paroi. La seule façon de mettre en valeur, de restituer cette image, cette mémoire collective sur l'hôtel, c'est de garder que cette seule façade et non pas de faire un monument historique. Un local au rez-de-chaussée pourrait être consacré à l'histoire du film et de ses interprètes. J'ai besoin de changer l'atmosphère, et moi l'atmosphère c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Le 15 juin, la commission des sites, en accordant son feu vert au projet, donnera peut-être la dernière réplique à cet hôtel du Nord. Les résultats du quartet de Chantilly, ah non, c'est le tiercé, donc c'est toujours à Chantilly, le 4, le 9, le 8, 5 francs dans l'ordre, rapporte 2535 francs, et dans un ordre différent, 507 francs. Il y avait aussi un quartet, 4, 9, 8 et 3, 5 francs rapporte 22 924 francs 50, et dans un ordre différent, 1271 francs. Voilà, Laurent Cabrol va vous parler du temps dans un instant. Henri Sagnier vous présentera notre dernier journal vers 23h15. Et vous avez rendez-vous comme tous les matins avec Télématin à partir de 6h30. Un Télématin britannique demain comme tous les vendredis. Rendez-vous européen avec Roger Isabelle. Très bonne soirée sur Antenne 2. À demain 20h.